New York, Madison Avenue. Ici a lieu ce matin une vente aux enchères exceptionnelle. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Je peux ouvrir les enchères facilement à 70 000 $. 70 000 $, c'est la mise à prix pour cette montre de plongée en acier, le modèle Milgauss. À sa sortie, il avait fait un flop. 50 ans plus tard, on se l'arrache. Ces enchères, c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les collectionneurs du monde entier. Ici, chacun a déjà une Rolex, quand ce n'est pas deux. Vous avez 2 Rolex au poignet? Oui, j'aime les Rolex. Le matin, j'ai du mal à choisir. On débute à 70 000 $. Y a-t-il une enchère dans la salle? Dans quelques secondes, le marteau du commissaire-priseur va faire un heureux. 75 000, 80 000, 85 000, 90 000, Les enchères font tourner la tête. 130 000. Et avec vous au téléphone? 160. 160 000 maintenant. Avec Étienne? Le prix grimpe à 160 000. Non. Personne à 170 000. Donc c'est toujours 160 000 une fois, 160 000 deux fois. Adjugé à 160 000. La Rolex ancienne est adjugée 160 000 $, un peu plus de 100 000 €. C'est 30 fois le prix de la moins chère des montres neuves de la marque, environ 3 000 €. Si les enchères crèvent ainsi le plafond, c'est que ces montres sont aussi des montres de stars et qu'elles font rêver. Cet homme en possède toute une collection. L'une de ses préférées est une vraie montre d'espion. Combien de Rolex avez-vous? J'en ai 200. Celle-là, c'est la Big Crown. C'est la montre de James Bond. C'est exactement la montre que portait Sean Connery en 1962 dans James Bond contre le Dr No. Un cocktail gagnant qui mêle le chic et l'action. Et la liste des stars n'en finit pas de s'allonger. Bruce Willis, Michael Jackson, Arnold Schwarzenegger, Maradona, Fidel Castro ou le Che. Et même le Dalai Lama ou le pape Jean-Paul II. À chacun sa Rolex, la montre des riches, des célèbres et des puissants. Le président Nicolas Sarkozy lui aussi a tenté le poignet de stars, quitte à devenir sujet de moquerie. Tout le monde n'est pas Sean Connery. Quel prix les amoureux de la marque sont-ils prêts à investir pour se payer cette part de rêve? Comment est-elle devenue la montre par excellence? La marque la plus copiée au monde est-elle menacée par la contrefaçon? Voici l'histoire d'un horloger qui, depuis 100 ans, a totalement révolutionné l'univers des montres. Monsieur Rolex, c'est lui. En fait, le roi de la montre s'appelle Hans Wilsdorf, il est allemand. Orphelin à 12 ans, il s'installe à Londres en 1903 comme petit employé dans une fabrique de montres. Wilsdorf a le génie de l'horlogerie et le goût de l'excellence. Avec quelques économies, il fonde une petite usine qui ne s'appelle pas encore Rolex, mais Wilsdorf & Davis. À l'époque, il y a de nombreux fabricants, mais un seul modèle existe pour les hommes. Celui-ci, la montre à gousset. Wilsdorf, lui, fait un autre pari. Et si la montre passait de la poche au poignet? À ce jour, peu de fabricants ont osé le faire. L'histoire de Rolex, l'anglais James Dowling la connaît sur le bout des doigts. Pour ce spécialiste, proposer des montres bracelets aux hommes est une révolution au début du XXe siècle. Ce qu'il a décidé de faire, c'est de focaliser la production sur les montres bracelets. À l'époque, elles venaient tout juste de faire leur apparition, mais elles étaient réservées aux femmes. Aucun homme n'en portait. Un vrai homme portait une belle montre gousset avec une grosse chaîne. C'est un enterrement de première classe pour la montre de poche. La montre bracelet pour homme est un coup de tonnerre dans le monde de l'horlogerie. Et ce sont les coups de canon qui vont faire le reste. Puis, la guerre de 1914 démarre. C'est la première guerre de l'ère industrielle. Des milliers et des milliers de combattants font mouvement. Il est important de pouvoir synchroniser leurs actions. Dans les tranchées, il fait froid, il y a de la boue, de la poussière. Tout le monde porte des tuniques encombrantes. Il est donc difficile d'utiliser des montres gousset. Et des officiers adoptent alors la montre bracelet. Et plus personne ne peut dire que ce sont des montres réservées aux femmes. Des montres bracelets au poignet des poilus. Un coup de marketing inattendu. À l'époque, on parle encore de montres Wilsdorf, mais ça ne va pas durer.
En pleine guerre, un nom germanique, c'est la faillite assurée. Wilsdorf rebaptise donc sa société. Elle s'appellera Rolex. Il choisit le terme Rolex à partir du mot rolling, roulant en anglais. Et ça donnait une idée de mouvement, et une montre c'est ça. Il a aussi choisi Rolex parce que c'était le moment où les compagnies devenaient internationales. Et beaucoup de compagnies choisissaient des noms brefs de 4 à 5 lettres qui ne voulaient rien dire, mais qui sonnaient de la même manière dans toutes les langues, comme Kodak par exemple. À l'issue de la Grande Guerre, une deuxième révolution technologique va permettre à Rolex de prendre une avance décisive sur ses concurrents. Cette révolution, James Dowling la porte au poignet. Je porte un prototype de Rolex Oyster de 1926. C'est une très belle montre qui se découvre élégamment quand la manche remonte. Elle n'est pas m'as-tu vu, elle n'est pas ostentatoire. Oyster, l'huître en anglais. C'est la première montre au monde à être complètement étanche. Brevetée en 1926, aujourd'hui encore, elle épate les spécialistes. Paris, 6e arrondissement. Antoine de Macedo connaît chaque rouage de cette Rolex étanche. Son magasin, c'est un peu la clinique des montres d'occasion. Pour lui, aucun autre boîtier n'est aussi résistant. C'est le fameux boîtier Oyster. Et c'est vraiment, de nos jours, certainement le meilleur système qui a été mis au point pour les montres étanches, évidemment. Je vais vous la mettre dans la machine. Cette machine est un simulateur de pression sous-marine. On va l'immerger. Une salle de torture pour les montres. À l'époque, dans les années 30, quand c'est sorti, chez les horlogers, il y avait un présentoir avec un aquarium. Et les montres étaient présentées en vitrine dans l'aquarium. Donc c'était quand même assez étonnant. Voilà, on la ressort. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur, il n'y a pas de buée, donc la montre est étanche. Je vais vous montrer la même chose avec une montre qui n'est pas étanche. Là, on va y mettre un peu de pression, vous voyez les bulles qui sortent. Donc la montre fuit de partout, là, à vrai dire. Donc, vous voyez. Une fois sortie de l'eau, le résultat est sans appel. Ouais, donc là, on voit les gouttes d'eau à l'intérieur du fond de boîte et dans le mouvement. La Rolex, elle, est bien étanche et pas seulement à l'eau. Avec le boîtier Oyster, son mécanisme est dorénavant protégé de toutes les agressions. Les poussières, l'humidité nuisent au bon fonctionnement d'un mouvement. Donc le fait de mettre un mouvement dans un boîtier parfaitement étanche, celui-ci aura une meilleure marche, les entretiens seront plus espacés. Étanche à la poussière et à l'eau, Wilsdorf tient une montre fiable. Et pour la faire connaître, il va l'offrir à une aventurière anglaise, Mercedes Glazer. Cette jeune secrétaire est l'une des premières femmes à tenter la traversée de la Manche à la nage. Nous sommes en octobre 1927. La jeune femme nage pendant 15 heures dans une eau glaciale. Elle tient le choc, la montre aussi. La marque affiche son triomphe à la une du Daily Mail. Elle est désormais synonyme d'exploit et les ventes explosent en boutique. Mais déjà, l'infatigable Wilsdorf pense à sa prochaine révolution. Une montre sans contrainte, sans mécanisme à remonter tous les jours. Il invente donc une montre entièrement automatique, un mouvement en perpétuelle miniature. Voici la version géante. Le principe imaginé par Rolex est exactement le même. Une des grandes forces de Rolex a été de faire une montre qui se remontait par le mouvement cinétique. Vous avez un rotor dans la montre, vous voyez, qui traduit chacun de vos mouvements en une force qui est multipliée par un rouage et qui va vers le ressort, ce qui évite d'avoir à remonter la montre. Ça fait des montres quand même beaucoup plus précises, souvent, que des montres à remontage manuel. Vous voyez, le fait de remonter une montre, ça a aussi son charme. Mais l'automatisme, oui, c'est vraiment une vraie révolution. C'est un mouvement conçu de manière extrêmement logique. Il n'y a rien de superflu. Pour moi, c'est vraiment une bête de concours. Une bête de concours qui va laisser KO pendant de nombreuses années ses principaux concurrents, Omega, Breguet et Longines. Place Vendôme à Paris, le haut lieu de l'expertise en bijouterie. Jean-Claude Sabrier est un spécialiste international des montres anciennes. Pour lui, le génie de la marque suisse, c'est le brevet de la montre automatique. C'est comme cela qu'elle a tout verrouillé. La force de Rolex, c'est d'avoir pris dès l'origine
10 ans d'avance sur ses concurrents. Rolex a pris des brevets très sérieux. Pratiquement le brevet Rolex de 31 l'a protégé jusqu'en 41. En 41, il y a eu la guerre, donc c'était fini. Il n'y a pas eu de possibilité de développement de ses concurrents. Omega n'a sorti ses premières montres à remontage automatique que dans les années 50. Rolex avait de toute façon une avance de 20 ans. Après la Seconde Guerre mondiale, rien de nouveau dans les boîtiers Rolex, mais Hans Wilsdorf cherche à faire un nouveau coup. Il invente l'Explorer, une montre particulièrement robuste, taillée pour les aventuriers. Il décide de l'envoyer sur le toit du monde. 1953, l'alpiniste Edmund Hillary et son coéquipier Tenzing Norgay décident de s'attaquer à la conquête de l'Everest, une première mondiale. Rolex au poignet, piolet à la main et crampons aux pieds, la cordée britannique réussit son exploit. La marque suisse aussi. Le plus haut sommet du monde, l'Everest, est vaincu. Les habitants de Katmandou, capitale du Népal, ont fait un accueil triomphal à l'équipe victorieuse. Le Sherpa Tenzing, leur compatriote, son camarade de cordée, le néo-zélandais Hillary, et les autres membres de l'expédition que commandait le colonel Hunt. Les premiers dans l'histoire, les Anglais ont vaincu l'Everest. Au sommet de l'Everest, Rolex atteint aussi le sommet de sa notoriété. Campagne de pub tous azimuts autour de l'Explorer, il faut convaincre le public d'acheter la montre de l'alpiniste Hillary. Pour le publicitaire Jacques Séguéla, ce coup de pub est un authentique coup de génie. Ayant affirmé sa valeur de marque, qui est la recherche permanente de l'exception, il ne prendra pour servir sa marque que des célébrités qui expriment, et parce qu'elles ont en eux, cette recherche permanente de l'exception. Autrement dit, c'est une montre pour gens qui prennent des risques. C'est une montre pour des gens qui sont les actifs de la vie et qui peuvent à tout moment plonger dans la mer ou monter dans les nuages. Peu de temps après le toit du monde, la marque va taquiner le fond des mers. En 1953, le scientifique Jacques Piccard plonge en sous-marin avec une montre prototype accrochée à l'extérieur de l'engin. 3000 mètres plus bas, elle bat un nouveau record, de profondeur cette fois. Dans la foulée, la marque décline ce prototype en version grand public, étanche à 100 mètres, baptisé Submariner. Les retombées commerciales sont immédiates. Aujourd'hui encore, c'est le modèle vedette du catalogue. Dans les nuages ou dans les profondeurs des abysses, à chaque fois, le constructeur suisse joue du marketing avec précision. Une seule condition, rester la montre de l'exploit. Près de 2 milliards de chiffre d'affaires, 800 000 montres vendues l'an dernier. Il n'existe aucun chiffre officiel publié par la marque, mais les estimations donnent le vertige. Pour fabriquer ces bijoux, près de 6 000 employés travaillent dans la plus grande discrétion. Qui définit cette stratégie du secret ? Comment se protège-t-elle de la concurrence ? Direction Genève, la ville coffre-fort. C'est vrai pour les banques, autant que pour les montres. Cet immeuble de verre, c'est la maison Rolex, citadelle imprenable. Interdite au public et encore plus aux caméras. Les curieux ne sont pas les bienvenus. J'ai des gens qui sont en train de faire une prise de vue du bâtiment. Ok, ouais, merci. C'est une violation de domicile. Ici, c'est privé, jusque là. Jusqu'où? Là, c'est l'extérieur. Le culte du secret. Même les amoureux de la marque sont éconduits. C'est le cas d'Osvaldo Patrizzi. C'est lui qui a mis en place les premières ventes aux enchères de Rolex anciennes. Mais lorsqu'il a demandé le concours de la marque, il a trouvé porte close. L'horloger suisse l'a complètement snobé. Moi, j'aime leurs produits, je n'aime pas leur façon de gérer. Mais je ne suis pas un actionnaire, ni Rolex, je suis un observateur extérieur. Rolex, c'est un produit exceptionnel, fait par des personnes qui savent bien leur métier, mais qui ne connaissent pas l'art de communiquer, sinon qu'avec des grands coups de millions pour faire de la publicité. Pour pénétrer dans cette usine, c'est un véritable scénario à la James Bond. Rolex, championne de l'innovation, déborde aussi d'imagination quand il s'agit de se cacher. Empreinte rétinienne, empreinte digitale, code d'accès. Des mesures de sécurité exceptionnelles pour cultiver le secret, mais aussi pour protéger un trésor.
En effet, pour fabriquer ces montres, la marque suisse est le plus grand consommateur d'or après les États. Un empire et une fortune détenus par des propriétaires, eux aussi très mystérieux. Qui sont les détenteurs des actions Rolex? C'est une fondation, donc il n'y a pas un vrai patron, il y a des responsables. Donc, il y a la famille Henniger, après Wilsdorf, qui ont pris Rolex dans les mains et qui la gèrent. Sont eux les grands patrons aujourd'hui, mais ce n'est pas leur société. La société appartient à une fondation. Et là, je crois que Wilsdorf a bien vu. Cette fondation, la voici. Quelques bureaux dans un immeuble anonyme. Et ici, comme à l'usine, silence. Moi, je ne peux pas vous donner des informations comme ça sans savoir qui vous êtes. Malheureusement, je ne peux rien vous dire. Rolex est donc détenu par une fondation, c'est écrit dans ses statuts. Autrement dit, Rolex n'est pas cotée en bourse, elle ne figure pas non plus au registre du commerce. À l'origine, Hans Wilsdorf voulait protéger sa marque et ses héritiers de toute tentative de rachat. Aujourd'hui, selon Éric Pichet, analyste financier à la Bourse de Paris, ce statut privilégié est une arme économique redoutable. L'avantage, c'est que vous ne donnez aucune information aux concurrents. Puisque vous savez qu'en France, lorsque vous avez une société, même si elle n'est pas cotée d'ailleurs, vous devez déposer les comptes au registre du commerce. Ces comptes sont consultables par n'importe qui, y compris par les concurrents, et surtout par les concurrents d'ailleurs. Le fait de ne donner aucune information, ni sur le chiffre d'affaires, ni sur le dividende, ni sur la stratégie, vous met totalement à l'abri des indiscrétions des concurrents. Et en revanche, vous pouvez consulter sans problème les données que les concurrents sont obligés, de par la législation suisse ou française, de donner tout simplement à leurs actionnaires. Ce sont des informations qui sont publiques. Donc vous disposez là d'un avantage comparatif par rapport aux autres. Vous ne dites rien sur vos affaires et vous pouvez regarder ce que font les autres. Malgré toutes ces embûches, une marque gagne du terrain et devient un concurrent menaçant. Elle est suisse elle aussi, c'est Omega. L'expert Jean-Claude Sabrier observe cette guerre entre les deux marques. Elle se joue jusqu'à la place Vendôme à Paris. Voici la future boutique Rolex. Et vous voyez, ce n'est pas par hasard, c'est place Vendôme, un des lieux privilégiés de Paris. Il y a des concurrents à côté ? Bien sûr, toutes les marques de montres sont ici. Nous allons voir, à 50 mètres, vous allez voir Omega. Et voici la nouvelle boutique Omega qui vient juste d'ouvrir. Pour affronter la marque à la couronne, Omega n'hésite pas à utiliser les mêmes bonnes vieilles recettes. 1957, comme Rolex, Omega crée sa montre de l'exploit, la Speedmaster. Et avec ce modèle, elle réussit le coup du XXe siècle. C'est elle qui sera choisie par la NASA pour équiper ses astronautes et deviendra la première montre à faire le voyage sur la Lune. 1995, comme Rolex, Omega se lance sur le marché de l'espionnage au poignet de James Bond. Les montres Omega de Pierce Brosnan et Daniel Craig remplacent désormais la Submariner de Sean Connery. À chaque fois qu'un nouveau James Bond sort, les ventes de Omega font un bond. Ah bon ? Ah oui, c'est frappant. Omega gagne du terrain tous les jours. Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à les rattraper ? Et c'est pas en 10 ans qu'on peut rattraper un tel retard. Omega est un concurrent sérieux. Mais la vraie menace, le fondateur de Rolex n'y avait jamais songé. C'est la contrefaçon. Dans les rouages parfaitement huilés de la marque, c'est le grain de sable qui risque de tout gripper. Spécialiste de montres anciennes, Fabrice Guéroux a fait de la chasse aux copies son hobby. Et des fausses Rolex, il en entend parler tous les jours. La première chose que quelqu'un vous demande quand vous sortez une Rolex toute neuve, vous allez au restaurant, manger avec des amis, c'est une vraie ou une fausse ? C'est la première question qu'on vous pose. C'est le truc hallucinant, quoi. C'est à croire qu'il y en a autant sur le marché en contrefaçon qu'en montre originale, quoi. Sa première Rolex, il l'a achetée sur Internet. Et il est allé de surprise en surprise. Et d'un coup, j'ai vu des montres à 3 000 $, le même modèle à 650 chez un autre, en achat immédiat, où je me suis dit, bon, quand même, il y a un problème. Et je me suis aperçu, en fait, petit à petit, qu'il y avait pas mal de contrefaçons, en fait, sur le net. On va voir. Trouver une fausse montre sur Internet, rien de plus simple. Il suffit de taper les 5 lettres de la marque dans un moteur de recherche. Donc en haut, le site officiel Rolex, donc ça c'est normal. Mais juste en dessous du site officiel, les sites des faussaires. Nous entrons dans la caverne d'Ali Baba des imitations.
Plus de 450 modèles. Tous faux. Là, on peut choisir par modèle, Daytona, Submariner, Sidulaire, Yachtmaster, GMT Master, Explorer 1, Explorer 2, Daydate, Datejust Man, Datejust Midsize. Donc voilà, au niveau des Submariners, bon, il y a tous les prix, il y a même des modèles qui n'existent pas, le modèle marron à fond blanc, bon, voilà. Nous choisissons la Submariner en acier, c'est la promo de la semaine. 229 $, 20 fois moins cher que la vraie. Donc pour la commander en ligne, donc on va ouvrir un compte. La tentation est grande d'en commander une deuxième. Cette fois, nous visons les montres de collection. Ce sont des montres qui se menaient entre 5 et 100 000 €, donc on va aller voir qu'est-ce qu'ils proposent. Vous avez plusieurs modèles. On va aller regarder le modèle militaire, qui est une Submariner 5517. C'est une montre très rare, très dure à trouver et qui se menait aujourd'hui entre 10 et 15 000 € suivant l'état de la montre. Donc voilà, on va commander celle-ci aussi. Allons-y. Total de nos achats, un peu plus de 300 € pour une paire de Rolex. 303 €. En un clin d'œil, le bon de commande est expédié en Chine. L'adresse de notre faussaire. Le contact là-bas en Chine s'appelle Guaideusam. Fabrice n'a plus qu'à régler la facture par la poste. Je vais le payer. On aura nos colis dans combien de temps? Une dizaine de jours. 6 jours plus tard, la commande est déjà là. La contrefaçon en service rapide. Pour déballer le paquet, Fabrice Guéroux se rend chez 2 autres spécialistes en montres de collection. Et là, surprise, dans l'enveloppe, pas de traces de montre, mais un jouet en plastique. On a un jouet. Un jouet en plastique. Ça sent l'escroquerie. Original. Un jouet en plastique, il va balancer. Tu y crois, tu vois? Mais le matou est un cheval de Troie. On fait tous les sons. Il n'a pas livré tous ses secrets. Ah oui, en fait, il faut appuyer sur une espèce de vis. Oh, Sans incroyable. déconner. Incroyable. À l'intérieur du jouet. Il y en a deux. Regarde. Ah ouais, 2 montres. C'est bien emballé. Hein. C'est ce que tu as commandé? Ah, et la militaire. Bah, l'apparence, c'est vraiment l'apparence d'une Rolex, quoi. Regarde-moi ça. Elle paraît aussi vraie qu'une vraie. C'est l'heure du grand comparatif. Fausse montre contre vraie Rolex. Ouais, c'est pareil. Verdict. Quelle est la vraie, quelle est la fausse? C'est assez convaincant quand même. Quelle est la vraie, quelle est la Ça, fausse? c'est la fausse, mais ils ont fait moche Oui. là, au niveau du... Oui, après, quand on rentre dans le détail... La découpe de la lunette est différente. Mais la vraie différence se trouve à l'intérieur des boîtiers. Dans les entrailles de la copie, un mécanisme doré, très bon marché. Le mouvement, c'est Ouais, un le mouvement mouvement, et à 10 €. On sent la mauvaise qualité. Un néophyte se fait avoir rapidement, quoi. Moi, aujourd'hui, j'achète une montre comme ça, je la mets en vente sur Internet avec boîte et papier, je la mets à 2 500 €, la personne a eu l'impression d'avoir fait une affaire. Un an après, elle va aller chez le bijoutier en disant « bon ben voilà, c'est arrêté » ou elle a pris l'eau. Elle l'amène, bon ben on lui dit « bon ben votre montre est fausse, c'est terminé, c'est fini, quoi ». À côté des vulgaires copies, il y a un autre marché tout aussi dangereux pour Rolex. Celui des pièces d'occasion frelatées qui déprécient la valeur de la montre. Hey, Matt Bain. How you doing? Good. How are you? All sense of tempo? Doing good there? Retour à New York, à la grand-messe des collectionneurs. Les passionnés se bousculent pour faire expertiser leurs joyaux. Parmi eux, Peter Radcliffe. Il est inquiet aujourd'hui. Il se demande si sa montre est garantie 100% d'origine. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche avec le cadran de cette montre. A-t-il été retouché? Pouvez-vous y jeter un œil? En effet, le cadran a été réimprimé. Malheureusement, pour cette référence de montre, c'est le cadran qui fait la valeur. Dans l'état où est cette montre, la valeur chute entre 8 ou 12 000 $. Pas plus? Non, pas plus. Est-ce que je peux essayer de trouver un cadran authentique pour le remplacer? Oui, vous pouvez essayer. Je sais qu'il y en a certains sur le marché, mais ceux qui disposent de bons cadrans Sidweller à double ligne rouge vont vous en demander entre 15 et 20 000 $.
Ah oui? Juste pour le cadran? Oui, juste pour le cadran, ouais. Un sacré coup au moral pour Peter. Heureusement, les vulgaires copies ou les montres authentiques bidouillées ne sont pas encore une menace absolue pour la marque à la couronne. James Dolling en est convaincu. Le monde de Rolex, c'est comme une petite famille. Chaque manifestation est l'occasion de grandes retrouvailles. Pour lui, cette montre reste une valeur sûre en cas de coup dur. La Rolex est une monnaie universelle. Il y a un vieux proverbe qui dit que si un jour tu te retrouves du mauvais côté de la ligne de front, avec des pièces d'or ou une Rolex en poche, tu t'en sortiras toujours en les échangeant contre un toit, de la nourriture ou une voiture. J'ouvre l'enchère avec ce lot à 150 000 $. Dans l'univers de Rolex, un toit c'est un château, la nourriture du caviar et la voiture, forcément une Rolls. 190 000, 200 000 $ maintenant, adjugé. J'ai acheté 14 montres pour $1 million. La moitié pour le business, l'autre moitié pour ma collection. 160 000, 170 000, 190 000 $, adjugé. Mon opinion est que le marché est complètement cinglé. 200 000 $ pour le prototype Sea Dweller. 200 000 une fois, deux fois, vendu pour 200 000 $. C'est moi qui ai la montre, et il en existe très peu. Et si quelqu'un est intéressé, il paiera la somme que je lui demanderai. Dans 10 ans, à combien s'arrachera la dernière née de la famille, la Deep Sea, la montre des extrêmes, étanche à près de 4000 mètres sous l'eau. Là où aucun plongeur n'ira jamais. Mais peu importe, Rolex, c'est aussi du rêve, à plus de 7000 € pour ce modèle. Adjugé. Une vente aux enchères de la marque, c'est toujours le jackpot assuré. Près de 6 millions € aujourd'hui, certainement beaucoup plus la prochaine fois. Car la valeur de certains modèles augmente de 5% par mois.